Est-ce que tu connais Disney? Par là, j'entends, est-ce que tu connais vraiment Disney? Si tu devais me le résumer en un mot, ça serait quoi? Certains diraient magie, d'autres rêve. Personnellement, moi j'ai envie de dire ambition. Parce que Disney, c'est des films qui ont révolutionné le cinéma. Enfin, la plupart du temps. Hakuna Matata. C'est aussi des parcs à thème gigantesques, des innovations techniques, une vision du divertissement unique. Disney, on peut le résumer à prise de risque. Et parfois, ils en ont peut-être même pris un peu trop. Pour avoir un contexte, on va rapidement résumer l'histoire de Disney. Disney, c'est tout d'abord deux hommes. Walt Disney, né le 5 décembre 1901, et son frère aîné, Roy, né le 24 juin 1893. En 1923, Walt et Roy fondent leur propre studio d'animation. Et c'est la première fois qu'on entend parler des Disney Brothers Studios. En 1927, Walt Disney travaille avec le distributeur Universal. Il co-crée avec l'animateur Ub Iwerks un nouveau personnage pour une série animée, Oswald le lapin chanceux. Contrairement aux personnages plus rigides de l'époque, Oswald est vif, espiègle, expressif. Il marque une avancée technique narrative grâce à des animations plus fluides, des gags mieux rythmés et visuellement forts. Il devient rapidement populaire et c'est le premier personnage de Disney à rencontrer un succès commercial significatif. Il est même projeté dans les salles de cinéma en avant-programme et Oswald plaît réellement au public. À tel point qu'en 1928, Walt Disney part à New York pour renégocier le contrat autour d'Oswald. Il pense obtenir un meilleur financement. Mais lors de son entretien, il découvre une triste réalité. Universal détient en réalité les droits du personnage. Et pire encore, ils ont débauché tous les animateurs des studios Disney. Dans le train du retour et certainement encore sur le coup de la colère, Walt a alors une idée. Créer un nouveau petit personnage. Avec Ub Iwerks, il donne naissance à Mickey Mouse, conçu pour être à 100% la propriété de Disney. Et la suite, tu la connais. La même année va sortir Steamboat Willie, le troisième film Mickey Mouse qui, de par son succès, va vraiment officialiser le personnage. C'est aussi le premier dessin animé à synchroniser parfaitement le son et l'image, et surtout à en faire un vrai outil narratif. Ce film est un tournant dans l'industrie du divertissement, mais aussi dans la construction de l'empire des studios Disney. Et ce n'est pas pour rien que tu retrouves dans l'intro des films récents cet extrait de Steamboat Willie. Mais ça ne suffit pas à Walt, lui veut voir plus grand. Et ce plus grand va prendre forme avec un long métrage. Il va réinterpréter un conte classique en 1937. Et bien sûr, on parle de Blanche-Neige, qui n'est pas le premier long métrage d'animation. Il est souvent considéré comme tel à cause du succès mondial qu'il a rencontré lors de sa sortie. Et en même temps, avec plus de 750 personnes travaillant sur le projet pendant 3 ans et la vision intransigeante de Walt Disney qui a supprimé des scènes complètes terminées afin de garder le film rythmé, comment pouvait-il en être autrement? Blanche-Neige fut rapidement surnommée la folie de Disney, car le film représentait leur plus gros risque créatif à ce jour. C'est d'ailleurs sur ce projet qu'on peut aussi voir le côté businessman et marketing que maîtrise Walt. Il organise une avant-première énorme pour faire connaître Blanche-Neige et les 7 nains. Et c'est cette même vision qui va pousser Walt à travailler sur une idée totalement avant-gardiste. Ayant 2 filles et ne sachant pas quoi faire de leur samedi après-midi, il eut l'idée de révolutionner une nouvelle fois l'industrie du divertissement. Il imagine un lieu qui pourrait permettre de réunir les parents et les enfants au même endroit. Un lieu où les univers des studios pourraient continuer d'exister, mais surtout de vivre, de réellement prendre vie. Bienvenue à Disneyland. Jusque-là, les parcs d'attractions étaient mal vus, ça les ringards. Mais tu commences à connaître Walt. Et le premier parc Disney ouvre en juillet 1955 en Californie. Mais non sans mal. Certains travaux sont terminés à la dernière minute. Des visiteurs s'appuient sur des murs encore frais de peinture. Le goudron non sec absorbe des chaussures. Et un accès à l'eau est rendu compliqué par une grève des plombiers, obligeant Walt à choisir entre un accès aux fontaines à eau potable ou bien un accès aux toilettes. Pour la petite info, il a choisi les toilettes, parce que les gens peuvent s'hydrater en achetant des boissons dans les restaurants. Mais le pire dans tout ça, c'est le nombre de visiteurs. 2 fois plus important que le nombre de gens réellement attendus.
Ce qui va faire que le parc, surbondé, va se retrouver rapidement sale, sans provisions dans les restaurants et avec plus aucune attraction fonctionnelle. La presse va alors s'emparer de l'affaire, avec des titres très accrocheurs parlant de la mort de Disney. Sauf qu'en réalité, il n'a fallu que 2 mois pour que ce parc accueille son millionième visiteur. Les journaux étaient trop pressés de voir la chute de Walt, qui malheureusement viendra 11 ans plus tard. Le 15 décembre 1966, Walt Disney part et emmène avec lui une partie de sa magie. En effet, les affaires sont reprises par Roy et cette disparition va amener un passage à vide qui conduit à une crise financière et artistique. Mais comme on vient de le voir, et même dans les pires moments, Walt ne se laissait jamais abattre. Au-delà de son génie créatif, au-delà de son ambition, c'est peut-être ça son véritable héritage. Car les studios vont finir par connaître un second souffle, un retour triomphal porté par une nouvelle génération de créateurs, une renaissance. Une renaissance qui commence avec un long métrage pour le moins inattendu. La Petite Sirène marque un vrai tournant pour Disney. C'est le début d'un renouveau inespéré. Derrière ce film, on trouve un trio de choc qui va remettre l'entreprise sur pied. Et même plus que ça, ils vont relancer une ère de succès sans précédent. Michael Eisner, ancien PDG de Paramount. Jeffrey Katzenberg, son bras droit qui les suit dans cette nouvelle aventure. Et Frank Wells, ancien vice-président de la Warner. Le tout supervisé par Roy Edward Disney, le neveu de Walt. Michael Eisner va mettre en place une stratégie agressive afin de relancer la machine. Passer d'un film d'animation qui sortait tous les 4 ans à un film d'animation tous les 18 mois. Une cadence de production complètement folle, mais qui va payer. La Petite Sirène reprend les grands codes des classiques Disney. Princesse, magie, chanson, mais avec une énergie nouvelle. C'est coloré, c'est magnifiquement animé, et les musiques deviennent immédiatement cultes. Le résultat ne se fait donc pas attendre, le film cartonne. Et en gardant toujours cette recette magique, les succès vont s'enchaîner à une vitesse dingue. La Belle et la Bête, Aladdin, et puis bien sûr, le film d'animation préféré de toute une génération. En vrai, c'est fou. En 1990, t'étais gosse, tu te mangeais des bangers sur bangers comme une paire de claques. Le Roi Lion, c'est presque $1 milliard rapporté au box-office. Un succès planétaire sans précédent. Les films marquants continuent avec des réussites comme Pocahontas, Le Bossu Notre-Dame, Mulan, et les premières collaborations signées avec Pixar comme Toy Story. Mais ce succès triomphant ne se limite pas aux salles obscures. Un nouveau parc voit le jour en Europe, le fameux parc de Marne-la-Vallée, qui ouvre ses portes en 1992. En 1995, le Disney Magic, premier paquebot de croisière de la compagnie, prend la mer. On peut ainsi vivre l'expérience Disney en dehors des films. Mais toute bonne chose a une fin. Et après avoir enchaîné autant de succès, Disney commence à sentir que la formule s'essouffle. Le public évolue, les goûts changent et l'animation traditionnelle ne fait plus autant rêver qu'avant. Alors, pour rester dans la course et prouver qu'ils savent toujours innover, les studios décident de miser gros, très gros, avec un nouveau film d'animation qui se veut révolutionnaire. Et ce film, c'est Atlantide, l'Empire perdu. On abandonne les chansons, les princesses et les contes de fées. Disney se lance dans un projet totalement inattendu. Un film d'aventure sombre, complexe et ambitieux. Mais pourquoi prendre un pari aussi risqué? Eh bien, au-delà de cette volonté de toujours innover, une chose est claire. La formule magique de Disney commence à perdre son effet. Le public se lasse. L'animation 2D, aussi belle soit-elle, fait face à un concurrent redoutable, la 3D. Pixar explose et l'image trop lisse, trop familiale de Disney ne fait plus autant rêver. Mais le vrai choc, c'est une guerre d'ego en interne. Jeffrey Katzenberg, le moteur artistique de cette nouvelle ère Disney, se voit refuser un poste clé par Michael Eisner. Katzenberg était plus ou moins devenu le visage de la réussite de Disney. C'est l'homme qui parlait aux animateurs, celui qui comprenait les histoires, mais surtout celui qui sentait le succès. Eisner et Roy Edward Disney n'arrivaient pas à laisser leur ego de côté. Ils vont alors pousser Katzenberg dehors, mais sans le savoir fragiliser encore plus Disney par ce geste. Car Jeffrey, lui, n'avait pas dit son dernier mot. Il va monter sa propre entreprise, un petit studio d'animation. Enfin, petit.
Sans Jeffrey Katzenberg à la direction artistique, chaque nouvelle sortie de film est compliquée. Car plus que de perdre une personne, Disney perd surtout une vision. Et malgré le désintérêt grandissant du public pour les activités annexes de Disney, Eisner, lui, s'investit surtout dans les parcs, les hôtels et les croisières. Le cinéma, ça passe au second plan. Les équipes créatives se retrouvent donc plus libres, mais aussi plus livrées à elles-mêmes. Et c'est dans ce contexte bancal entre perte de repères et besoin de se réinventer qu'un nouveau projet naît. Un projet différent, courageux, presque suicidaire. Un projet qui s'est construit lors d'une pause repas entre deux réalisateurs de Disney qui ont déjà fait leurs preuves, Gary Trousdale et Kirk Wise, qui ont déjà à leur palmarès La Belle et la Bête et Le Bossu de Notre-Dame. Et à une époque où les studios cherchent à se renouveler, leur vision singulière paraît être une magnifique aubaine pour relancer la machine. Et si tu es prêt, je te propose qu'on parte ensemble pour un voyage vers la cité engloutie. Un voyage qui, tu vas voir, n'est malheureusement pas de tout repos. Atlantide s'ouvre sur la citation de Platon. En l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit funeste, l'île de l'Atlantide disparut dans les profondeurs de l'océan. Et justement, on assiste aux derniers instants de la cité. Mais au-delà de la scène catastrophe grandiose, le film bascule très vite sur une tragédie personnelle d'une enfant paniquée, qui est le témoin de la disparition de sa mère, happée par un rayon bleuté qui utilise son corps comme vecteur pour protéger la ville des flots. 2000 ans plus tard, en 1914, quelque part dans les sous-sols d'un musée new-yorkais, un jeune linguiste rêve de prouver que la légendaire Atlantide a bien existé. Milo Thatch, passionné et un peu maladroit, vit dans l'ombre de son illustre grand-père. Son Graal ? Retrouver le manuscrit du berger. Un ancien journal qui, selon lui, renferme la clé du chemin vers l'Atlantide. Mais au musée, on le prend pour un illuminé, et personne ne croit à ses recherches. Et en même temps, est-ce que toi, tu arriverais à le prendre au sérieux ? Comme vous le carte cette montre, comme vous le montre cette carte, enfin, j'ai tracé en pointillé la route qui nous mènera, moi et mon équipe, jusqu'à la côte sud de l'Islande pour retrouver le manuscrit. C'est alors qu'il reçoit une visite inattendue. Helga Sinclair, une femme mystérieuse. Elle l'invite à rencontrer Preston Whitmore, un excentrique milliardaire et vieil ami de son grand-père. Whitmore est convaincu de l'existence de l'Atlantide. Il a même déjà retrouvé le manuscrit du berger. Mais il a besoin des compétences de linguiste de Milo pour déchiffrer le journal et lui propose donc de se joindre à lui. Enthousiaste de se lancer dans l'aventure de sa vie, le jeune homme se retrouve au milieu d'un groupe haut en couleur. Dirigé par le commandant Rourke et sa seconde qui n'est autre que Helga Sinclair, l'équipe se compose d'Audrey Ramirez, un petit prodige de la mécanique au caractère bien trempé. No toques nada. Touche pas, je reviens. Vincenzo Santorini, un expert en démolition nonchalant. Et moi, t'as vu, j'ai construit un pont. Qu'est-ce que ça m'a pris? Quoi? 10 secondes. 11 à tout péter. La taupe, un géologue qui aime beaucoup la Terre, visiblement. Amadou Gentil, un médecin un peu hyperactif. Madame Placard, l'opératrice des communications sans filtre et cynique. Il semblerait que notre unique chance de survie repose sur vous, monsieur Satch. Sur vous et votre manuscrit. On va tous crever. Et enfin, Jebedia Cookie, le cuistot de la bande. Enfin, si on peut appeler ces plats de la cuisine. Notre joyeuse troupe embarque à bord de l'Ulysse, un sous-marin au top de la technologie, aux côtés d'un équipage conséquent et avec du matériel de pointe. Mais leur voyage se complique dès leur arrivée dans les profondeurs. Ils croisent la route du Léviathan, qui détruit l'Ulysse et tue une grande partie des membres de l'expédition. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'a jamais vu autant de morts dans un film Disney. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Rescapés mais secoués, les survivants poursuivent leur route à travers des grottes gigantesques, suivant les indices laissés dans le manuscrit que Milo déchiffre peu à peu. L'exploration est semée d'embûches. Une attaque de lucioles géantes qui incendie le campement, un pont qui cède sous le poids des véhicules, une chute dans un volcan endormi. Séparé des siens, Milo se réveille blessé face à d'étranges silhouettes masquées. L'une d'elles le soigne à l'aide d'un cristal lumineux avant de disparaître. Il les suit, traverse une grotte, et il va découvrir stupéfait l'Atlantide. Intacte, figée dans le temps. La femme qui l'a secouru s'appelle Kida.
Elle les amène auprès de son père, le roi de l'Atlantide, qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée d'étrangers. Il exige un départ immédiat, mais Rourke le convainc de les laisser au moins une nuit, le temps de se reposer. Durant ce moment suspendu, quelque chose se tisse entre Kida et Milo. Une romance immédiate, nourrie d'une curiosité partagée et d'une soif de connaissances mutuelles sur leurs différents mondes. En discutant avec elle, il découvre que les Atlantes ne savent plus lire les idéogrammes de leur monde. Depuis, leur civilisation décline, faute d'évolution significative. Pourtant, il reste en espoir. Dans les profondeurs de la cité dort une fresque ancienne que Kida ne peut lire. Mais peut-être que lui, le linguiste, y parviendra. Il s'enfonce dans les ruines. Milo déchiffre la fresque et comprend que le cristal est plus qu'une pierre. C'est une entité consciente. Mais à peine remonté à la surface, il se retrouve encerclé par Rourke et tous les membres de l'équipe. Le jeune homme réalise soudain qu'il ne faisait pas partie d'une expédition scientifique rêvant de découverte, mais d'un groupe de mercenaires désireux de s'emparer de tout ce qu'il est possible de vendre, y compris le cristal qui alimente l'Atlantide et permet la survie de son peuple. Milo refuse d'abord de coopérer, mais il va vite céder lorsque Rourke menace Kida. Le commandant blesse le roi, découvre l'emplacement de l'artefact sous la salle du trône et provoque malgré lui la fusion de la jeune femme avec l'énergie cristalline. Face à cette catastrophe annoncée, Milo tente de convaincre ses anciens compagnons que leur avidité condamnera les Atlantes. Ces paroles vont rester vaines jusqu'à ce que Rourke frappe Milo et qu'il en brise la photo avec son grand-père. Cet acte va être un vrai déclic. Révolté par cette cruauté gratuite, Audrey rejoint son camarade, suivi par le reste du groupe. Ouais, vous posez pour la photo souvenir. Vous avez dépassé les bornes. Rourke, Helga et leurs hommes s'échappent avec Kida, laissant les autres derrière eux, en détruisant le pont reliant la cité au monde extérieur. Milo, lui, va rejoindre le docteur gentil resté au chevet du souverain. Mourant, le vieil homme lui avoue son terrible secret. Il a détourné le pouvoir du cristal pour en faire une arme dont il a perdu le contrôle, causant le cataclysme qui a coûté la vie de sa propre femme. Pour éviter qu'une telle tragédie se reproduise, il a décidé de cacher l'artefact, malgré les conséquences négatives que cela a eues sur son empire. Dans un dernier souffle, il remet à Milo son pendentif, et avec lui, le destin de tout un peuple. Malgré le poids de la responsabilité et ses doutes, ce dernier décide d'honorer la dernière volonté du roi. Avec ses compagnons, il se lance à la poursuite des fuyards. Rourke tente de fuir avec Helga, à bord d'une montgolfière. Quand ils perdent de l'altitude, le militaire sacrifie sans hésitation son associé en la jetant par-dessus bord. Blessée et furieuse d'avoir été trahie, elle tire une fusée éclairante sur la toile du ballon, qui prend alors feu. L'explosion va détruire la vitre du conteneur dans lequel Kida est enfermé. Milo saisit alors un éclat chargé d'énergie et l'utilise pour blesser son adversaire qui se cristallise. Mais le répit est de courte durée, car les explosions ont réveillé le volcan qui rentre alors en éruption. Le linguiste ramène Kida de toute urgence vers la cité. Comme lors du cataclysme originel, le cristal réagit et déploie un immense dôme protecteur qui sauve Atlantide de la lave. Cette fois pour autant, la princesse reste vivante, libérée du pouvoir du cristal qui avait emporté sa mère jadis. Après toutes ces aventures, l'équipe remonte à la surface, mais promet de garder le secret sur l'existence de l'Atlantide afin de la protéger du monde extérieur. Avez-vous trouvé quelque chose? Non, beaucoup de cailloux. Et des poissons petits comme ça. Milo, lui, choisit de rester. Il n'a plus rien à prouver et a enfin trouvé sa place. Aux côtés de Kida, il aide Atlantide à se reconstruire et enfin lui donner un nouvel avenir. On est clairement sur un film original et ambitieux qui mélange un esprit d'aventure, des éléments de science-fiction et des scènes d'action complètement décomplexées et fun. Dans une période où les spectateurs semblaient se lasser de la formule qui avait rythmé les années 90, Atlantide se présente comme la recette parfaite pour un succès garanti. Pas vrai? Pas vrai? Le métrage a dérouté la critique et les spectateurs et n'a pas eu la réussite attendue. Sans être pour autant un flop, puisqu'il a coûté 100 millions de dollars et en a rapporté 186 millions, il reste un résultat médiocre comparé à ses prédécesseurs. D'autant plus qu'il ne fait que 84 millions de dollars aux États-Unis et ça c'est trop peu pour Disney. Les critiques de l'époque sont partagées. Certains saluent la prise de risque, l'originalité de l'œuvre et la maîtrise technique. Mais d'autres sont bien plus tranchantes et ne se laissent pas impressionner par l'animation ni le côté épique de l'histoire. On déplore un récit brouillon, avec une galerie de personnages trop importante pour être impactante. Et tu l'as peut-être remarqué durant le résumé de l'histoire, mais le scénario va à 100 à l'heure. On enchaîne les péripéties sans jamais se poser. Et beaucoup regrettent aussi l'absence de chansons, qui était jusque-là une marque de fabrique des classiques du studio. Mais je pense que le vrai problème, c'est d'identifier le public cible.
Atlantide est considéré comme trop sombre pour des enfants, mais ne va pas assez loin pour un public adolescent ou adulte. Et ça dérange énormément le spectateur. Surtout à l'époque où le dessin animé porte toujours l'étiquette de divertissement pour gamins. S'ajoute à tout cela une date de sortie peu avantageuse durant l'été 2001. Atlantide a dû rivaliser avec Shrek, arrivé en salle 1 mois plus tôt et qui se moquait de la formule Disney, ou bien encore Tomb Raider, un autre film d'action-aventure. Quelles que soient les causes de cet échec, les conséquences sont les mêmes et restent sans appel. Disney décide de ne pas poursuivre la franchise qui était prévue et abandonne tous les projets d'attractions et de séries. Les 3 épisodes déjà terminés ont été regroupés sous la forme d'une suite. Les énigmes de l'Atlantide, sortis en 2003, directement en vidéo dans l'indifférence générale. Les années 2000 ont été un entre-deux étrange pour Disney. Les classiques comme Le Roi Lion, La Petite Sirène ou La Belle et la Bête lui ont assuré une solide place dans la culture des années 90. Alors qu'il a fallu s'affranchir de cet âge d'or et se renouveler, le studio a eu du mal à retrouver une nouvelle identité. Certains argumentent même que malgré leurs succès récents comme La Reine des Neiges ou Encanto, Disney a perdu le savoir-faire et la magie qu'il avait jadis propulsé au sommet, prisonnier d'un succès impossible à reproduire. Avec le carton de Toy Story en 1995 et de Pixar en général, la 3D a très vite pris le pas sur l'animation traditionnelle, et l'effet de nouveauté plaisait au public. DreamWorks, un des principaux concurrents, l'avait d'ailleurs bien compris et sortait majoritairement des longs métrages en 3D. Disney faisait figure d'exception, ce qui peut en partie expliquer l'échec de films de leur nouvelle ère comme Cusco ou Lilo et Stitch. Sauf que pour Atlantide, Gary Trousdale, Kirk Wise et toute l'équipe prévoyaient de tenter quelque chose de différent et d'original. Ils ont osé s'éloigner encore plus de ce qui avait eu du succès chez Disney ou leurs concurrents dans le but de réaliser le film dont ils rêvaient. Et au vu de leur précédent succès, le studio leur a laissé quasi carte blanche sur le projet. Les équipes ont décidé de mélanger animation traditionnelle pour les personnages et l'environnement, ainsi qu'animation 3D pour les scènes d'action ou les éléments comme les véhicules volants, les sous-marins ou le Léviathan. Mais le public et les critiques sont plutôt restés indifférents à cette innovation. Et pourtant, le film est aujourd'hui encore très beau. D'ailleurs, c'était la production Disney de l'époque qui utilisait le plus de CGI. Même le style graphique détonnait par rapport aux autres classiques du studio. Ce qui est logique quand on sait que Mike Mignola, l'auteur des comics Hellboy, a été sollicité par l'équipe pour les conseiller. Son influence transparaît dans l'esthétique de tout le métrage, notamment au niveau du design très carré des personnages. C'est l'un des rares Disney à être au format anamorphique, ce qui traduit là encore une certaine ambition de la part des réalisateurs, celle de vouloir raconter une grande aventure dans un format très cinématique, afin de mettre en valeur les panoramas et les scènes d'action. Mais ce choix a forcément engendré des coûts supplémentaires. Il fallait plus de temps et de plus grandes planches de dessin, et même des plus grands bureaux pour que les équipes puissent travailler dans des conditions optimales. Mais il y a un domaine où l'ambition se ressent encore plus, c'est dans la création de l'univers et tout le soin apporté à la civilisation atlante. Comme je te l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, ce film dispose d'une liberté créative quasiment totale. Les deux réalisateurs ont déjà fait leurs preuves avec 2 films à succès, et l'ambition de leur vision s'inscrit parfaitement dans ce besoin de renouveau de la part des studios. Ils vont même faire appel pour la première fois dans Disney à 4 artistes freelance. Matt Codd, connu pour ses designs complètement fous de villes fictives qui fourmillent de détails. Il a aidé notamment sur des films comme Men in Black ou Jurassic Park. Sur Atlantide, il est responsable des éléments technologiques comme les sous-marins ou le Léviathan. Jim Martin, lui, sera chargé de la conception des véhicules. Il avait travaillé auparavant sur Starship Troopers. Ricardo Delgado, qui va créer le design des Atlantes, leur technologie et les créatures de la cité. Et enfin, Mike Mignola. Mais ça, je t'en ai déjà parlé. L'idée derrière ce projet est d'offrir aux gens le premier film d'animation d'aventure, inspiré à la fois de l'âge d'or du genre dans les années 60-70, d'Indiana Jones et bien sûr des romans de Jules Verne. Pour arriver à une telle ambition, il a fallu dépenser sans compter. La production dure 4 ans, un temps nécessaire pour donner vie à un univers aussi dense. Pour rappel, on doit créer une civilisation mythique, dans une cité elle aussi mythique. Découlant d'un mythe mythique, écrit par Platon en -300 avant Jésus-Christ, qui a eu un tel succès qu'il a même alimenté des théories du complot. Comment te dire que, va y avoir du boulot. Les équipes vont énormément voyager pour satisfaire leur créativité et donner vie à la cité. Au niveau de l'architecture, on retrouve plusieurs éléments issus de vraies civilisations importantes de notre histoire. Le directeur artistique David Goetz précise qu'ils se sont inspirés de la civilisation maya et d'autres styles anciens et atypiques venus des 4 coins du monde.
Les réalisateurs avaient un faible pour l'architecture d'Asie du Sud-Est. Ils ont aussi puisé dans des influences cambodgiennes, indiennes et tibétaines. L'idée est de se détacher de la reproduction classique qu'on connaît souvent, réduite à des colonnes grecques effondrées sous l'eau. Ils sont même allés jusqu'aux grottes de Carlsbad au Nouveau-Mexique pour s'inspirer des galeries souterraines qui serviront de modèle visuel dans le film pour la traversée vers l'Atlantide. So if you take and deconstruct architecture from around the world into one architectural vocabulary, that's what our Atlantis looks like. Les Atlantes sont dans l'imaginaire collectif une civilisation très avancée au niveau de la technologie. Il a donc fallu donner vie à cette dernière. L'idée du cristal est née des écrits du médium Edgar Cayce, un gourou autoproclamé. Les réalisateurs ont donc intégré à l'histoire certains de ces concepts, comme celui du cristal mère, au pouvoir de guérison, d'énergie et de longévité. Les autres éléments technologiques du film sont inspirés du début du XXe siècle, période où la révolution industrielle a permis l'explication de phénomènes physiques et chimiques jusque-là incompris. C'est d'ailleurs dans cette volonté d'authenticité que le film se passe en 1914. Il y a en plus de la cité ou bien de la technologie utilisée, c'est tout un peuple, une manière de vivre, une civilisation qu'il a fallu inventer. On voulait créer un vrai univers. Son architecture, ses vêtements, ses traditions, sa langue, sa façon de vivre et même de dormir. Les Atlantes sont pensés pour être la première nation du monde. Le producteur Don Hahn raconte même que pour définir la civilisation atlante, les réalisateurs utilisaient souvent l'exemple de l'Égypte qui, à l'époque de Napoléon, vivait entourée des vestiges d'un passé glorieux sans vraiment en comprendre la portée. Tout un langage a été créé par le prestigieux linguiste Mark Okrand. C'est le papa du Klingon dans Star Trek. Cette langue devait être à l'origine des autres. Pour cela, Okrand s'est basé sur des racines indo-européennes, mais en imaginant une grammaire propre. Dès qu'un mot ressemblait trop à une langue réelle, il le modifiait pour conserver un caractère fictif et unique. La partie écrite a été confiée à John Emerson, qui a dessiné des centaines de lettres imaginaires toutes différentes. Gary Trousdale et Kirk Wise ont ensuite sélectionné celles qui semblaient les plus cohérentes pour créer l'alphabet atlante. L'écriture suit un système boustrophédon. Une ligne se lit de gauche à droite, la suivante de droite à gauche, et ainsi de suite. Ce mouvement imite celui de l'eau, une belle métaphore pour une cité engloutie. Le symbole de l'Atlante est aussi une création de John Emerson. Il s'agit en fait d'une carte miniature de la cité. La spirale représente la grotte, la forme centrale correspond à la silhouette d'Atlantide, et le point au milieu indique l'emplacement du cristal sacré. C'est une carte au trésor. Comme tu peux le voir, chaque petit détail a été ultra réfléchi, et il en est de même pour le tatouage qui est présent dans la cité. Le tatou est un marqueur social. Seuls les membres du palais royal sont tatoués, et leurs pièces évoluent avec le temps comme des rites de passage. On peut d'ailleurs observer un décalage culturel sur le tatouage entre les Atlantes et les explorateurs dans cette scène. Vous avez vu leurs tatouages, comme ils sont beaux. T'appelles ça un tatouage? Ça, c'est un tatouage. Les 38 États des États-Unis d'Amérique. Pour le personnage de Kida, elle porte des pièces aux formes douces et arrondies. Elles sont le reflet de sa spiritualité, de son empathie naturelle, mais aussi de sa capacité de guérison. Pour le roi, ses tatous sont totalement différents. Des formes beaucoup plus angulaires qui vont traduire son autorité, son respect des règles qu'il impose. C'est par ailleurs le personnage le plus compliqué à dessiner. Ces tatouages sont un vrai défi pour l'animation, car ils doivent rester cohérents avec ses expressions. Never again do I want to do a character with tattoos. We had so much trouble. He's a wonderful character, and he's dying through most of the movie. But he had a tattoo, he was blind, he had a robe with every design in the world on it. To stay consistent with that character was difficult. Et c'est à cause de lui qu'on ne retrouve pas de personnage tatoué dans un film d'animation Disney jusqu'à Vaiana, sorti en 2016, soit genre 15 ans plus tard. Milo, qui décide de rester avec les Atlantes et qui est accepté par ces derniers, se verra lui aussi tatoué, ce qui renforce ce sentiment d'appartenance. Il porte un soleil sur son épaule gauche, un symbole qui le représente bien, car il éclaire de ses connaissances l'équipe d'expédition et permet même aux Atlantes de comprendre de nouveau leur héritage culturel qu'ils avaient perdu. L'emplacement est d'ailleurs lourd de sens. Les bras représentent la force, l'équilibre et le pouvoir. Posséder des tatouages sur ces zones vient rompre l'équilibre parfait du corps. Le côté gauche est souvent perçu comme le prolongement du cœur et des poumons. L'épaule gauche tatouée revient à montrer son appartenance à un clan dans beaucoup de cultures de notre monde. L'utilisation du tatouage est donc là pour renforcer le passé de la civilisation atlante. Ça nous montre l'importance d'un patrimoine culturel, mais ça permet aussi de démarquer socialement les personnages. Le tatou est un outil de narration visuelle puissant qui renferme plusieurs idées sous de simples lignes en apparence. Bien que le film fût considéré comme un échec à sa sortie, on peut constater une évolution de son statut aujourd'hui.
Avec le temps, cette œuvre injustement boudée par les critiques a su trouver sa place dans le cœur des fans. Il est souvent comparé à La Planète au Trésor. Au passage, j'ai mon Disney préféré. Bordel, je t'en supplie, va voir ce film. Et cette musique-là, elle est juste... incroyable. Lui aussi a floppé en dépit de ses nombreuses qualités, et il a été réhabilité au fil du temps. Oui, Atlantide reste imparfait. Son rythme est trop rapide et ne permet pas de développer correctement les personnages. Mais c'est pas étonnant, parce qu'on sait que 30 minutes de film ont été coupées de la version définitive. Le ton est clairement ambivalent. Rourke est un méchant fréquemment qualifié de caricatural, et la relation entre Kida et Milo, c'est même plus un coup de foudre à ce stade-là. Mais en passant outre toutes ces maladresses, il est aussi très facile de lui trouver des bonnes qualités. Au-delà de son aspect technique impeccable et spectaculaire, sa galerie de personnages hauts en couleur et attachants donne réellement envie de suivre l'histoire. Son ambiance mélangeant aventure et science-fiction est clairement réussie. Ses singularités autrefois critiquées sont aujourd'hui reconnues comme une prise de risque audacieuse et plutôt réussie, ce qui va le rendre unique. Et même si Disney n'envisage plus rien en rapport avec cet univers, la communauté de fans reste très active, apporte son lot de projets créatifs. Car en soi, peu importe ce qu'en a dit la critique à l'époque, ce film a fait rêver toute une génération et continue de le faire 25 ans après. Atlantide, c'est un cas d'école. Le genre de projet qui sur le papier a tout pour plaire, mais qui dans les faits passe complètement à côté de son époque. Parce que oui, soyons honnêtes, au début des années 2000, le public voulait du changement, mais n'était peut-être pas prêt à ça de la part de Disney. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que dans le fond, Atlantide est plus qu'un film, c'est aussi une réponse. Une réponse à une industrie qui reste sur ses acquis pour ne pas décevoir un public ambivalent, qui est en quête de nouveautés, mais qui reste pourtant absent à la moindre rupture d'un ton trop important. Malgré tout, Atlantide est toujours là. Et même mieux, il est redécouvert, revalorisé et réhabilité. Une génération entière le considère aujourd'hui comme un film culte. Et quand on voit les standards visuels, la richesse de son univers, ou même le traitement de ses personnages, on se rend compte que ce que le public n'a pas su considérer à l'époque, c'est exactement ce qu'il apprécie aujourd'hui. Alors non, l'ambition et la prise de risque ne payent pas toujours tout de suite, voire peut-être même jamais. Mais elles laissent des traces indélébiles dans l'esprit de certains. Cette sincérité, cette passion dans l'exécution est la meilleure preuve qu'une œuvre authentique, même incomprise au début, finit toujours par trouver son public. Et admettons que ça soit pas le cas. Est-ce que c'est vraiment ça, l'objectif d'un artiste? Atteindre la reconnaissance? Plaire au plus grand nombre? Le plus important, n'est-ce pas simplement de donner vie à une idée, à une vision, sans compromis? Parce que s'il y a bien quelque chose que ce genre de film nous rappelle, c'est que la création ne devrait jamais être uniquement guidée par des chiffres ou une validation immédiate. Il y a quelque chose de plus fort, de plus intime dans le fait de créer, parce qu'on en ressent le besoin, parce qu'on a une histoire à raconter, un monde à partager, même si personne n'en veut. Peut-être que la vraie victoire d'un film comme Atlantide, c'est justement d'avoir été fait dans cet esprit-là. Il ne coche aucune case. On n'est pas là pour répliquer un succès. Ces auteurs y croyaient, ils avaient envie d'y aller à fond, d'expérimenter, d'explorer et de nous offrir un film riche, travaillé, un film ambitieux. Et peu importe le résultat au box-office, ça, personne ne pourra leur enlever. Créer, c'est toujours prendre un risque. Celui d'être ignoré, mal compris ou rejeté. Mais c'est aussi prendre le risque de marquer quelqu'un profondément. Même un seul spectateur. Et ça, parfois, c'est suffisant. L'un même plus. C'est ça, la plus belle des réussites. Ah, et des bisous?